Ouais. On pose une question au début de l'émission à tous les invités concernant le confinement. Ça va? Ouais, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Ça va. اهلا وسهلا ومرحبا عشاق الرياضه، مرحبا بكم الخوت، تبارك الله عليكم. نهار كبير هذا، نهار كبير هذا كما شفتوا. السيمانه كانت شارجي بلي ستار، واليوم يعني لو ستار اوسي معنا ان شاء الله ديال فيفاسيتي ويرتيل، واللي يقدموا لنا الزميل ديالنا السي عبد الله ارض. كنشكركم على المتابعه، وكما تمناو تكونوا دوزتوا النهار زوين. الحمد لله العدد ديال المصابين بداو يتنقصوا مزيان، والعدد ديال الموتى حتى هما، والحمد لله نتمناو الشفاء العاجل لتو الموند. رمضان مبارك سعيد دوما ان شاء الله لجميع الناس والخوت. مرحبا بكم. ندوزو عند الزميل ديالي عبد الله. سي عبد الله مرحبا بك، رمضان مبارك سعيد. نور الدين، مساء الخير، مرحبا بكم المستمعين الكرام. رمضانك أبرك، ورمضان المستمعين الكرام. سعيد جدا أن أستقبل زميل ديالنا في التلفزة البلجيكية RTBF وفيفاسيتي، الزميل ماني جوس، اللي غادي يكون ضيف ديال هذا العدد الأول من رمضان فولتير في موسمه الرابع. قدمنا لكم مجموعة من الحصص من برنامج أمسيات فولتير، ولكن الآن خلال شهر رمضان يأتيكم هذا البرنامج رمضان فولتير في الساعة 7 بتوقيت أوروبا، والخامسة بالتوقيت المغربي. مرة أخرى نتمنى رمضان مبارك للجميع. Mani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Voltaire. Merci. On pose d'habitude une question à nos invités concernant votre commune où vous habitez. Est-ce que les gens sont bien conscients de l'obligation de rester chez eux, d'être confinés en vue d'épargner des vies? Oui, tout d'abord, donc, bonsoir Nourdine, Abdullah, à tous les auditeurs de Radio Voltaire, et j'espère que tout le monde, parmi les auditeurs et vos familles, tout le monde se porte bien. C'est le principal, c'est l'essentiel. Ici, moi, dans ma commune, je suis à Woluwe Saint-Lambert, donc à Bruxelles. Oui, il y a un bon respect du confinement. Franchement, on sort juste pour les choses indispensables, pour les courses qu'il faut aller faire de temps en temps, pas trop souvent, et pour des petites promenades dans le quartier, mais en famille uniquement. Et donc, ça m'a l'air d'être assez bien respecté quand les rares fois où je dois sortir en voiture pour aller faire l'une ou l'autre course. Je vois pas grand monde en rue, sauf quelques marcheurs et quelques vélos. Donc, j'ai l'impression que tout le monde s'est un petit peu habitué à ce fonctionnement inhabituel au début et qui est tout doucement devenu presque habituel, en fait. La plus grande question que le public belge pose aujourd'hui, est-ce que le championnat va reprendre? Est-ce qu'on va aller vers les playoffs? Aujourd'hui, il y avait une réunion de l'UEFA, on va retourner. Est-ce que vous pensez, Manu, que la fédération belge va quand même reprendre le championnat? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, tout est un petit peu lié entre les décisions de l'UEFA, les décisions qui vont être prises en Belgique. Déjà pour répondre à la question, moi très simplement, je pense que le championnat ne va pas reprendre et qu'on va donc l'arrêter là où il était arrivé, c'est-à-dire à la 29e journée. Vous avez sans doute entendu qu'il y avait eu, quand le conseil d'administration de la Pro League a fait cette recommandation-là d'arrêter le championnat, une réaction de l'UEFA qui a dit oui, mais si vous arrêtez, alors vous vous exposez peut-être à des sanctions de notre part, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de club qualifié en Coupe d'Europe. Bon, ça depuis lors, il y a eu des discussions entre l'Union belge et l'UEFA et les menaces ont été levées et il y a eu la confirmation aujourd'hui que l'UEFA recommande fortement à tous les pays de finir le championnat si c'est possible, mais admet que dans certains pays, et il y a l'exemple de la Belgique et de l'Écosse et les Pays-Bas vont suivre,
possible ou ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, l'UEFA accepte. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle pour la Belgique. Et alors la deuxième chose, c'était de savoir comment on allait déterminer les clubs qualifiés pour les Coupes d'Europe de la saison prochaine. Et bien finalement, ils ont décidé aujourd'hui à l'UEFA, et c'est à mon avis le plus simple et le plus sage, c'est de prendre le classement tel qu'il existe à la 29e journée et de déterminer en fonction de ce classement les équipes qui vont en Champions League et en Europa League. Donc pour moi, le championnat là, il est terminé. On attendra quand même de savoir ce que le Conseil de sécurité va dire demain par rapport à la reprise. On attendra lundi de savoir ce que la Pro League, dans son assemblée générale, va décider. Mais à mon avis, là, il n'y aura pas de retournement de situation et on va acter la fin de la saison, ce qui est le plus sage, en espérant quand même qu'on puisse reprendre fin juillet. Et quelles sont les équipes potentiellement qualifiées pour la Ligue des Champions et l'Europa League? Oui, alors c'est vrai que c'est important de le souligner maintenant qu'on est quasiment certain de ce classement-là. Le club de Bruges qui, souvenez-vous, avant qu'on arrête le championnat, avait une très très large avance de 15 points sur le deuxième, va être sacré champion et donc ira directement en phase de groupe de Champions League. La Gantoise, qui est deuxième, ira au troisième tour préliminaire. Et puis alors, 3, 4, 5, c'est dans l'ordre Charleroi, Antwerp, Standard. Alors normalement, si on suit le classement, Charleroi va en poule d'Europa League, l'Antwerp va en tour préliminaire, le troisième, et le Standard va en tour préliminaire, le deuxième, donc il va reprendre un peu plus tôt que les autres. Mais vous savez qu'il y a quand même encore une petite interrogation concernant la finale de la Coupe de Belgique. C'est ça. Et donc ça, voilà, il faudra voir si on peut la jouer ou pas. Si jamais on peut la jouer, probablement au tout début du mois d'août, là ce sera important parce que c'est une affiche Bruges-Antwerp. Si l'Antwerp gagne, alors l'Antwerp aura le meilleur ticket de l'Europa League et ira en poule à la place de Charleroi, si vous me suivez toujours. Et si c'est Bruges qui gagne, alors là c'est Charleroi qui gardera son ticket pour la phase de poule. Donc évidemment, vous comprenez bien que l'Antwerp insiste beaucoup pour que cette finale ait lieu, évidemment. C'est ça. Oui. D'abord, merci, mon confrère Simani. Juste un gros merci à toi d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir pour moi et pour mon équipe. C'est un plaisir, ça. Avec plaisir. J'étais déjà venu. C'était une très bonne soirée. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier à tout le monde qui nous suit. El Hussein El Wahabi. وكذلك سي فؤاد اوبنيز الله يشافيك ان شاء الله تبقى سورتير بيانتو لوبيتال ان شاء الله وكذلك مصطفى سابون عبد الابد وكاين بزاف ديال الدراري كيعبدوا موسى عبدل عبيد بل وبزاف ديال الناس كيتبعونا سي فري il y a un petit souci dans les classements du championnat belge. D'abord, on dit heureusement, championnat belge, il est arrivé à la 29e édition. C'est magnifique tour, parce qu'il reste qu'une seule journée. Il n'y a pas un gros souci sur la discussion de classement. Par contre, d'autres pays, ils ont joué que 22 ou 21, ça dépend d'autres pays. Et il y a un petit souci, comme vous avez dit, testé, que Antwerp, ils veulent vraiment jouer la phase de groupe de Europa League. Si Antwerp il veut aider le Jubilee Pro League au championnat, la fédération belge, il ne veut pas jouer son match. À ce moment-là, le classement il va être clair et net. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième et le cinquième aussi, c'est parmi eux, c'est le Standard de Liège qui a le grand problème. C'est vrai. Mais la question, le problème maintenant, Antwerp, il veut jouer son match, il veut jouer le phase de groupe de l'UEFA. C'est ça qui met la fédération belge en plein problème. Oui, en fait, on pourrait considérer maintenant que la saison se termine, alors comme vous l'avez bien rappelé, avec le système belge,
où il y a normalement 30 journées de phase classique et puis des playoffs, si on joue 29 journées, effectivement, on a joué plus de 90% de la compétition. Quasiment tout le monde s'est rencontré en aller-retour. Oui. Donc le classement est très fiable. Ça, c'est au moins un avantage de nos playoffs. Une sorte de bonus, et donc le classement est tout à fait réaliste. Oui. Donc on pourrait tout à fait arrêter la saison là. Effectivement, les deux cas qui posent problème, c'est cette finale de Coupe de Belgique. On comprend pourquoi l'Antwerp veut absolument la disputer. Et puis alors aussi, il devait y avoir encore un match retour d'une finale de la D1B pour savoir qui allait monter en D1A. Oui. Entre le Berscott et OHL. Donc ça, c'est l'autre match qui pose un petit peu question. Mais pour tout ça, il faudra attendre non pas lundi, mais le 10 mai, pour que la commission des licences se prononce sur tous les cas un petit peu litigieux. Et alors là, en fonction du nombre de clubs qui ont cette licence, il sera temps de penser à combien de clubs composeront la D1A finalement. On va revenir pour les licences après, mais maintenant on reste dans vous savez, il doit avoir un match final, match barrage retour entre Berscott et OH Leuven. Berscott qui a gagné 1-0 6L à la maison. Le retour, c'est à OH à Leuven. Mais il y a un petit problème là. Il y a le problème maintenant qui se passe maintenant de ce problème la maladie qui le monde entier. Aussi, le bourgmestre de la ville de Leuven, il veut pas risquer, il veut pas jouer ce match aussi. Oui, ça, mais en fait, ce sera quand même un des enjeux demain au niveau sportif de ce que le Conseil national de sécurité va décider, parce que ce qui a été dit la semaine dernière par la première ministre, c'est l'interdiction des événements de masse jusqu'au 31 août. Mais évidemment, dans les événements de masse, on a vite compris qu'il y avait les grands festivals musicaux. Pour le reste, c'est très flou, et notamment tout ce qui concerne le sport et le football. Et donc, tout a été discuté cette semaine entre des représentants du monde du football et du gouvernement pour voir ce qui était possible. Et donc, si la reprise du foot est possible fin juillet, avec ce match-là, peut-être d'OHL Berscott avec la finale de la Coupe et puis le championnat aussi, ce sera de toute façon à certaines conditions, à huis clos, ça c'est certain. Donc les supporters, on ne sait pas encore quand ils pourront revenir dans les stades. Et alors il y aura des conditions pour les joueurs aussi. Peut-être devront-ils porter des masques, certainement devront-ils se soumettre à des tests sérologiques pour voir s'ils ont été en contact avec les virus ou pas. Donc il y aura des conditions très strictes. Donc si ces matchs-là peuvent avoir lieu fin juillet ou début août, ça ne sera pas à n'importe quel prix de toute façon. De toute façon, comme la proposition de l'Union belge, ils disent que le match final de la Coupe, je crois le 3 août, je crois. C'est ça, oui, exactement. À la place de la Supercoupe. Oui, à la place de la Supercoupe, avant un jour de le remise général, comment ça s'appelle, la dépose générale des clubs qualifiés pour Europa League, Champions League, etc. Et on peut pourquoi pas, on peut jouer ce jour-là le match de barrage entre Berscott et OH Leuven. Voilà, ça c'est possible aussi, mais en fait, OHL, contrairement à l'Antwerp avec la finale de coupe, OHL n'a pas tellement envie de jouer ce match et estime que finalement, à la fois Berscott et OHL devraient monter en D1A. Alors peut-être que ça va arriver, et peut-être que Waasland Beveren ne va pas descendre, en fonction des clubs qui ne vont pas recevoir leur licence. Tout est lié. Et donc, avant le 10 mai, ce sera très difficile de se prononcer, en fait. Oui, c'est trop difficile à prononcer. Mais, Abdallah, dans une autre question. Oui. Mani, on s'est intéressé aux équipes qui vont jouer la Champions League ou l'Europa League, puis le FC Bruges qui mérite indiscutablement le titre, mais on ne s'est pas intéressé au bas de classement. Supposons que les équipes de D2 vont recevoir leur licence. Quelle est l'équipe, à votre avis, qui doit quitter la première division? Pour l'instant, sportivement, normalement, Waasland Beveren est descendant, doit être
doit être relégué. Donc ça, si on ne parle pas de toutes les questions de licence, ça c'est l'équipe qui doit descendre. Maintenant, elle va peut-être être sauvée finalement en fonction de ce qui va se passer à l'étage en dessous et des décisions qui vont être prises, puisque certains envisageraient de revenir à un championnat à 18, voire à 20, en abandonnant les playoffs. Alors là, la question que je me pose, moi, c'est quand même au droit télé, puisqu'il y a un nouveau contrat qui vient d'être conclu. Évidemment, Eleven, pour ne pas le citer, qui a acquis les droits du football belge, c'est avec les playoffs. Donc si maintenant on commence à changer les règles et à dire tout compte fait, on ne fait plus de playoffs, évidemment les conditions ne sont plus les mêmes. Donc ça va amener pas mal de discussions à ce niveau-là aussi. C'est vrai que si on s'en tient juste au règlement, qu'on ne change pas les règles et que, imaginons que tout le monde a sa licence, alors le descendant, c'est Waasland Beveren. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on sait qu'il y a un problème de sport. Mais quand on prive les équipes de disputer les playoffs 2, on prive quand même des équipes d'avoir leur chance de jouer l'Europe. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr qu'effectivement, il y a normalement, quand tout peut se dérouler normalement, des playoffs 2 dont le vainqueur a le droit de disputer un barrage avec une équipe de playoff 1 pour avoir la chance de jouer en Europe. Ça, évidemment, cette année, ce sera impossible vu les circonstances. Et j'imagine que tout le monde l'a très bien compris et que aucun club en Belgique ne va avoir l'idée d'attaquer l'Union belge pour ce point-là, vu les circonstances du coronavirus. Et de toute façon, qui pourrait prétendre parmi les équipes de Playoff 2 qu'il est ou qu'elle est plus lésée qu'un autre? On ne sait pas ce qui se serait passé dans cette nouvelle formule de Playoff 2 en plus, puisque ça peut être plus étendu qu'avant, avec plus d'équipes. Mais on verra ça l'an prochain, si tout va bien. Oui, Manu, parce que on a parlé beaucoup de réforme de le championnat belge chaque année, parce que on voit devant moi notre ami Thierry Leuters qui a publié samedi 8 juin 2019 qu'il y avait une réforme du championnat, il y avait des plans B, etc. Après, il y avait Eric Lebois qui a parlé du championnat le 2018. Et aussi Mehdi Bayat, il a parlé le 5-2 2020. Et le changement du championnat belge, chaque année, il y a ces discussions se posent. Est-ce que la fédération n'est pas à l'aise à cette réforme qu'elle a maintenant? Oui, mais c'est vrai que il y a à la fois le maintien ou non des playoffs qui pose question, même si globalement il y a plus d'équipes qui sont, on va dire, favorables aujourd'hui qu'au début quand ça a été lancé. Enfin, ça ne fait quand même pas encore l'unanimité. Mais plus encore que les playoffs, je crois que ce qui pose vraiment question, c'est le nombre d'équipes en première division qui composent le football professionnel, puisque pour l'instant il y a quand même des formations qui sont réparties entre la D1A et la D1B. Est-ce que finalement, je veux dire, si dans les 7 équipes qui n'ont pas reçu leur licence en première instance, si on en a une majorité qui n'ont pas gain de cause devant la CBAS, là, ça fera quand même trop d'équipes pour arriver à 2 séries différentes. Donc, toutes ces questions de format de compétition se posent chaque année aussi, parce qu'on se demande si financièrement il y a assez d'équipes qui ont les reins assez solides pour pouvoir prétendre au statut de professionnel, quand on voit ce qui est arrivé à une équipe quand même historique comme Lokeren cette semaine-ci. Voilà, ça pose quand même question, et ça montre que personne, à part le club de Bruges aujourd'hui ou peut-être la Gantoise, personne n'est vraiment à l'abri, quoi. Parce que comme avant eux, il y avait beaucoup de clubs de Wallon comme Mons, comme Toulouse. C'est un peu difficile parce que ça rend toujours lié avec des sponsors étrangers qui mettent l'argent ici,
comme Tubis, il y avait des sponsors japonais, je crois, qui tiennent le club. Et après, ils sont partis. Coréens, après, ils sont partis. Il y a d'autres clubs qui cherchent d'autres. C'est un peu. Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'il y a, en Belgique, il n'y a pas des gens, des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, des milliardaires en Belgique? Oui, mais c'est vrai que si on prend le cas de la D1B, quasiment tous les clubs sont propriétés d'investisseurs étrangers. Donc c'est vrai qu'en Belgique, la situation est beaucoup plus difficile. Quand on voit les problèmes de Moucron aussi, les rumeurs de fusion avec Courtrai, même si elles ont été démenties. Et alors, la situation actuelle, évidemment, fait que ça va devenir de plus en plus difficile parce que des entreprises qui sont actives dans le sponsoring, dans des périodes de crise, la première chose qu'elles font, c'est renier sur le sponsoring pour pouvoir continuer d'exercer leurs premières activités. Et donc, le sponsoring sportif, et on l'a vu avec la décision de Proximus hier aussi, de se désengager, ça va faire très très mal aux finances des clubs, et donc ça ne va certainement pas arranger les choses pour l'avenir. Oui, surtout. Manu, justement, la question que je voulais poser, c'est à propos de l'État financier. C'est-à-dire qu'on va oublier le championnat de cette année à cause de la pandémie, mais le championnat va certainement reprendre si tout va bien comme convenu. Mais est-ce que ces équipes peuvent se faire encore une santé à cause de ce qui se passe? Parce que la pandémie va quand même laisser une trace. Oui, ça va être très très compliqué parce qu'il y a déjà des études qui sont sorties, même dès le début de la pandémie et du confinement, par rapport à la baisse, entre guillemets, de la valeur marchande. J'aime jamais trop utiliser ces mots-là, mais des joueurs sur le marché des transferts. Et on avait vu que tout allait être vraiment revu à la baisse parce que les clubs ayant moins de moyens vont dépenser moins en transfert. Donc on a vu ces dernières années qu'on arrivait mieux à, valoriser nos joueurs pour des clubs étrangers, notamment Bruges par rapport à l'Angleterre ou d'autres encore. Il y a des joueurs qui sont partis du championnat de Belgique pour des grosses sommes. L'été prochain, ce sera sans doute des sommes beaucoup plus petites. Maintenant, dans l'autre sens, ce sera peut-être aussi moins cher de faire venir des joueurs. Donc là, peut-être que ça pourra un petit peu s'équilibrer. Mais j'ai l'impression effectivement que, à part, encore une fois, une équipe comme le club de Bruges qui a les reins très solides, d'ailleurs au point de ne même pas devoir prendre de mesures par rapport à du chômage temporaire ou des diminutions de salaire, qui va recevoir les millions de la Champions League et qui est dans une sorte de cercle vertueux, mais les autres équipes vont vraiment avoir beaucoup de difficultés, puisqu'on voit que même des équipes historiques en Belgique comme Anderlecht et le Standard sont vraiment financièrement un peu dans le chat de l'aiguille, et le Standard d'ailleurs a été recalé pour la licence. Donc ça va être et là on parle que des clubs professionnels, je ne parle même pas de l'échelon amateur. Donc ça va être très très difficile. Vous avez donné l'exemple du club Bruges et Anderlecht, c'est pas un club bien formé. Pardon, j'ai une coupure. Vous avez parlé de club Bruges qui est à l'abri, et Anderlecht, malgré l'arrivée de milliardaire Marc de Kock, il n'est pas encore à l'abri. Non, parce que c'est vrai que Marc Kock est assez précautionneux de ce côté-là et ne renfloue pas les caisses du club avec ses finances personnelles finalement. Certains le font, mais lui ce n'est pas son cas, et donc Anderlecht n'est pas si à l'aise financièrement que cela. On sait qu'il y a déjà quand même une grande lessive qui a été effectuée en interne parmi les collaborateurs du club. Je ne parle pas du sportif, mais de l'extra-sportif. Cela dit, ces dernières années, Anderlecht a toujours trouvé son équilibre avec des ventes de joueurs qui lui rapportaient suffisamment pour avoir une balance qui tenait la route. Maintenant, il faut prendre un petit peu moins de risques, faire davantage confiance aux jeunes, et ça commence à bien fonctionner. Et alors ne plus faire évidemment des
coup marketing du style Nasri qu'on fait venir pour faire un grand coup de pub et qui finalement coûte très très cher au club pour rien. Il n'a pas Donc ça, joué. je pense que Il a joué 3 voilà, ça, matchs. je crois que ça n'arrivera plus quoi. Donc, Abdullah. Nordin, donc moi j'ai dit qui confirme en cas d'arrêt des championnats, c'est le mérite sportif qui doit prévaloir. Oui, ça c'est ce que l'UEFA a décidé aujourd'hui. Donc quand ils disent mérite sportif, c'est juste le classement actuel. Ça veut que championnat B, il est arrêté maintenant. Donc maintenant on peut tout à fait s'arrêter. La Pro League n'a rien commenté aujourd'hui parce que bon, je leur ai posé la question tout à l'heure. Ils ont dit de la bouche de Pierre-François, le CEO. J'attends d'abord le Conseil de sécurité demain, puis l'Assemblée générale de la Pro League lundi, et alors je pourrai commenter toutes les décisions. Et donc pour l'instant, comme on est vraiment entre des moments un peu stratégiques, il n'y a pas de commentaires de leur part. Mais c'est vrai que maintenant, on imaginerait mal, par rapport aux recommandations émises par le conseil d'administration, on imaginerait mal lundi que tout le monde fasse marche arrière. Ce qui aurait pu être le cas peut-être si l'UEFA avait gardé son idée de prendre le ranking européen pour savoir quel club se qualifie. On a parlé de ça les derniers jours, plutôt que le classement. Et là, par exemple, une équipe comme Charleroi n'aurait pas été qualifiée pour la Coupe d'Europe, alors que sportivement, elle a tout à fait le droit d'y être. Donc là, certaines équipes, peut-être, auraient réfléchi autrement. Pourquoi Charleroi ne peut pas être qualifié? Pourquoi? Pardon? Pourquoi Charleroi ne peut pas être qualifié? Pourquoi? L'UEFA avait eu l'idée pour les fédérations qui arrêtent leur championnat de prendre comme critère de qualification pour les Coupes d'Europe, non pas le classement arrêté, mais le ranking européen de chaque club. Alors, le ranking européen, c'est une moyenne qui est faite sur les 5 dernières années des résultats des clubs en Coupe d'Europe. Et donc, dans ce ranking-là, le meilleur club en Belgique, figurez-vous que c'est la Gantoise, sur base des 5 dernières années. Et donc, la Gantoise, alors, serait allée en Champions League. Et Anderlecht, qui n'allait peut-être même pas jouer les playoffs, se serait retrouvé deuxième, et donc en préliminaire de Champions League. Et alors, deux équipes comme Charleroi et l'Antwerp, qui ne sont pas dans le top 5 des meilleures équipes belges au ranking européen, ne seraient tout simplement pas allées en Coupe d'Europe. Heureusement, ce n'est pas cette option-là qui a été choisie, parce que effectivement, ça aurait posé des problèmes en cascade. La Bundesliga, Manu, la Bundesliga qui veut reprendre le 9 mai, si les autorités le permettent. Vous pensez qu'il peut reprendre? Moi, ça me paraît extrêmement tôt. Le 9 mai, on a le nez dessus. Donc, je serais assez surpris que les autorités le permettent. Bon, eux, c'est vrai qu'ils ont une autre réalité qu'ici, puisque comme on le disait tout à l'heure, ils font partie de ces pays comme l'Italie et d'autres où il y a encore beaucoup de journées à disputer, où les choses sont moins simples qu'en Belgique. Mais de toute façon, la priorité devant tout ça, ça doit être la santé. Donc, moi, ça me paraît vraiment être très tôt. D'autant que comme l'UEFA a admis que les compétitions peuvent s'arrêter plus tôt si les gouvernements le décident, voilà, je pense qu'ils ne doivent pas aller au bras de fer non plus, mais j'ai vu aussi que c'est ce qu'ils avaient demandé aujourd'hui. Mais pour moi, il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Et moi, je voudrais revenir... En 2021, oui. En 2021, l'euro s'appellera bel et bien Euro 2020. Oui, ouais. Oui. C'est un peu comme les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu l'été prochain, qui s'appelleront toujours Tokyo 2020, parce que c'est presque un label, c'est presque une marque. Et alors ici, dans le cas de l'euro, il y a toujours cette volonté de souligner le 60e anniversaire de la compétition, 1960-2020. C'est pour ça qu'ils avaient eu cette idée saugrenue d'aller disputer l'euro dans 12 pays différents. Là, je trouve que c'était une très mauvaise idée. Mais donc, ce sera l'an prochain, mais ça s'appellera toujours Euro 2020, effectivement, pour ne pas créer
de confusion, mais vous avez entendu que ça provoque un décalage évidemment à tout niveau, puisque l'Euro féminin qui devait avoir lieu en 2021 aura lieu du coup en 2022, donc tout va être un petit peu repoussé. Repoussé. Et pour l'Euro, parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont changer de pays hôtes pour organiser des matchs chez eux. Il y aura des changements, n'est-ce pas? On ne le sait pas encore, mais disons que si certaines villes ne sont plus disposées à accueillir des matchs, alors il y a deux solutions. Soit parmi les villes déjà désignées, il y aura plus de matchs qui se disputeront. Soit il faudra désigner de nouvelles villes. Ça, c'est possible aussi. Et alors, on sait notamment que la Russie s'est montrée candidate et intéressée déjà depuis le début de la pandémie, parce qu'évidemment, toutes les infrastructures existent déjà depuis la Coupe du Monde. On peut imaginer qu'en France, où il n'y avait pas de ville, bizarrement, il n'y avait pas de ville haute, et où il y a eu l'Euro 2016, il y a aussi des villes qui pourraient éventuellement se porter candidates. Il faut rappeler aussi déjà que Londres a récupéré toute une partie des matchs qui auraient dû se dérouler à Bruxelles si on avait eu un stade. Donc là, je pense qu'ils ne sont pas trop inquiets à ce niveau-là, parce qu'il y a suffisamment de villes soit capables d'accueillir plus de matchs, soit capables de devenir candidates. Parce que la Belgique, elle était pays hôte pour organiser un match à Bruxelles, mais il y avait un problème de stade. Est-ce qu'il y a moyen de redemander l'autorisation à avoir joué en Belgique ou non? Impossible, non, parce que le dossier du stade n'a absolument pas progressé, et donc 2021 c'est beaucoup trop court, et non, c'est complètement impossible, malheureusement, puisque je rappelle quand même qu'on aurait dû avoir le match d'ouverture notamment. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire avec des regrets. Ouais. Je voudrais retourner pour l'essence, parce qu'on a entendu Standard, il a un problème, il n'a pas eu la licence, et Ostende qui a vraiment faillite, et aussi il y a beaucoup de clubs de 1B, et il y a un vraiment problème de la licence en Belgique. Oui, il y en a beaucoup cette année, mais c'est pas la première fois qu'on a des clubs qui sont recalés en première instance et puis qui passent dans un deuxième temps. Je pense que pour le Standard, il va pas y avoir trop de soucis malgré tout, même si il y a quand même un double problème lié au prix, mais à la société immobilière du stade. C'est beaucoup plus compliqué pour Moucron, qui chaque année doit essayer de prouver qu'il n'est pas détenu par des agents. On sait que ce n'est pas tout à fait vrai, donc je pense que là, cette année-ci, le coup près risque de tomber. Lokeren, on l'a dit, la faillite a été prononcée. On a entendu que pour Ostende, il y avait peut-être quand même une solution qui se dessinait avec l'investisseur américain. Et effectivement, vous ajoutez Virton, où c'est pas évident du tout, Roulers, Lommel, je pense que là on a fait le tour. Je serais curieux de savoir sur ces 7 clubs-là, combien finalement recevront cette licence. Et je le répète, seulement à ce moment-là, quand on saura ça, qu'on pourra imaginer à quoi ressembleront les championnats de l'an prochain, en fait. Parce qu'il y a des clubs qui vont porter plainte contre, comme Sorin, Liers, Parto, Distel, Machelen, qui vont aller au TAS, mais ils veulent même porter plainte contre un des responsables, Niels van Brentingen, en justice. Oui, c'est malheureux parce que c'est chaque année la même chose finalement. Les clubs qui ne respectent pas leurs obligations après essayent de s'en sortir en contre-attaquant et en essayant de démontrer que le système de licence est mal fait ou est trop ceci, trop cela, trop partial, trop sévère. On arrive toujours à la même période de l'année où après le sportif c'est les recours, les actions devant les tribunaux, et c'est assez malheureux parce qu'on sait jamais vraiment sur quel pied danser, et il y a quand même pas beaucoup d'autres exemples en Europe où on a autant d'actions de ce genre dans les fins de championnat à propos des licences. C'est vraiment une particularité belge, mais dont on se passerait bien, je trouve. Parce que si on voit les villes qui vont avoir, les clubs qui vont avoir licence, ils sont pas assez nombreux aussi. Il faut ajouter des clubs, des amateurs
pour renformer une des deux, une équipe complète, quoi. Ouais, ouais, il faudra peut-être repenser tout ça, mais tant qu'on ne sait pas exactement qui reçoit la licence, qui ne la reçoit pas, c'est vrai que c'est assez difficile de se prononcer. Et puis aux échelons inférieurs aussi, hein, il y a en D1 amateur aussi, tout le monde n'aura pas sa licence. Et donc, voilà, on a des équipes comme ça qui, plusieurs fois, même parfois, doivent descendre et finalement ne descendent pas parce qu'elles sont sauvées par des équipes qui n'ont pas leur licence. Donc ça leur permet de continuer, tant mieux pour elles. Mais c'est vrai que voilà. Ça soit un peu malheureux et triste pour une équipe qui est classée au premier, parmi les premiers, après pas avoir de licence. Peut-être on peut avoir RWDM, un première, deuxième division belge. Ouais, en D1B, pourquoi pas, hein, effectivement. Ce serait une bonne chose pour le football bruxellois aussi. Donc, Pour bien. Oui. Pour libérer Mani, parce qu'on a dépassé les demi-heures, j'ai une question par rapport à Proximus. Est-ce qu'à votre avis, Proximus a pris cette décision parce que forcée par la pandémie, ou c'est juste une manœuvre pour prétendre à d'éventuelles subventions de l'État? Moi, je pense qu'il y a, même s'ils disent que ça n'a pas beaucoup joué, je pense que c'est surtout plus que la pandémie, surtout lié au contrat des droits télé. Finalement, ils étaient candidats pour être à nouveau détenteurs de droits, comme c'est le cas actuellement. On sait que la Pro League a choisi plutôt Eleven. Et je pense que, entre guillemets, c'est aussi, même si ce n'est pas entièrement ça, mais quand même en partie, un peu une mesure on va dire, de représailles par rapport aux clubs qui n'ont pas soutenu Proximus, et donc maintenant Proximus arrête aussi le sponsoring de ces équipes-là. Alors ils expliquent que c'est parce qu'ils veulent se redéployer ailleurs, etc. C'est très certainement vrai, mais je crois quand même que l'histoire du contrat des droits télé a pesé assez lourd dans la balance. On a vu ça aussi en France quand Canal Plus a refusé de payer la deuxième tranche parce que les matchs ne se jouent pas. On comprend aussi la direction de Canal. Donc ça met les équipes françaises en difficulté. Maintenant, la solution qui est envisagée, c'est que les staffs techniques et les joueurs acceptent qu'on baisse leur salaire. Oui, il faudra voir ce qui va se passer. On sait que certains opérateurs aujourd'hui ont demandé à la Pro League, si le championnat ne va pas jusqu'à son terme, d'être remboursé d'une partie de ce qu'ils ont payé. Mais effectivement, comme vous dites, les joueurs et les clubs, eux, sont convaincus de pouvoir normalement conserver l'intégralité de ces droits télé. Donc là aussi, il va y avoir encore quelques discussions. Et puis si on voit plus loin le nouveau contrat, on parle du huis clos, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Mais là aussi, ça devra entrer en ligne de compte. Des matchs que vous retransmettez à huis clos ou avec des spectateurs dans le stade, c'est pas tout à fait pareil. Enfin bon, tout est nouveau pour l'instant. Est-ce que les joueurs, est-ce que le public, par exemple, Manu, peut prétendre à un remboursement de reste de leur abonnement, vu que les matchs ne se disputent pas? Ben, en fait, ça dépend des clubs, et c'est vrai que certains clubs vendent des abonnements, des mini-abonnements spécifiques au moment des playoffs, tandis que d'autres intègrent le tout dans l'abonnement du début de la saison. Je pense pas, j'ai pas entendu qu'on parlait de remboursement pour la saison en cours. Maintenant, c'est possible peut-être que les clubs vont pratiquer certaines réductions pour le prochain abonnement par rapport à ce que les spectateurs et les supporters n'ont pas pu voir cette saison-ci. Et là aussi, si vous commencez un championnat avec un certain nombre de journées à huis clos, d'office, vous devez déjà réduire le prix de votre abonnement, puisque vous aurez moins de matchs au stade. Donc là aussi,
ça fera un manque à gagner pour les clubs, mais c'est tout à fait logique par rapport aux supporters qui n'ont pas à payer pour des choses qui ne vont pas. Ça, c'est normal. Mais ça sera bien pour les télévisions, les télés, ils vont recevoir beaucoup de spectateurs derrière l'écran. Oui, voilà, pour ces matchs à huis clos, là, effectivement, ça va faire le bonheur des chaînes qui retransmettent. Donc, mais voilà. Manu, une dernière question, si vous permettez, concernant les contrats qui doivent se terminer le 30 juin et le mercato. Oui, effectivement, tous ces contrats, il y a quand même des accords tacites pour qu'ils soient prolongés jusqu'aux fins des championnats pour ceux qui continuent. Donc, imaginons un championnat anglais ou allemand qui irait encore jusqu'au mois de juillet, forcément, tous les contrats seraient décalés jusque-là. Et pour le mercato aussi, ils sont en train de réfléchir à des dates, à une fenêtre, on va dire, prolongée. Puisque comme tout se fait en décalage, si le championnat se termine plus tard, forcément le joueur devient libre plus tard et donc les clubs doivent avoir plus de temps aussi pour réaliser leurs transactions. Donc tout va se décaler un peu vers la fin de l'été. Et moi, ma dernière question, moi, Manu, parce que tu vois, nos confrères journalistes, nous on travaille dans une petite boîte, c'est pas comme vous travaillez dans une grande boîte, donc il y a beaucoup de journalistes qui travaillent pas maintenant, c'est un peu triste. Oui, c'est clair que tous les secteurs de la population sont touchés, bien entendu. Dans le journalisme sportif, c'est sûr qu'avec toutes les compétitions qui sont à l'arrêt, c'est pas évident pour tout le monde. Donc dans les confrères, certains doivent passer au chômage économique, Oui. d'autres peuvent continuer. Nous, c'est notre cas à faire notre boulot, mais plus du coup sur le site internet et sur du digital, parce que forcément il y a moins d'émissions, ou alors on réactive plus des rétros, des portraits, etc. Et je sais que ça arrive dans certains journaux, et c'est le cas chez nous aussi. On va renforcer l'information générale, donc l'information non sportive, qui est la plus urgente et la plus prioritaire pour l'instant. Adla, à la fin comme ça. On laisse Manu dire un dernier mot à nos auditeurs. Le mot de la fin, déjà, je vous remercie pour l'invitation ce soir. Je souhaite à tout le monde une bonne santé, c'est vraiment le plus important pour l'instant, de bien rester chez vous tant qu'il n'y a pas de mesures qui nous disent de faire autrement, de ne pas prendre de risques inutiles et de bien prendre soin aussi de vos proches et de vos familles, c'est le plus important. Merci à vous Manu d'avoir accepté notre invitation. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج رمضان فولتير. كنا سعداء باستقبالكم، نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. نور الدين. نعم اخوتي كنشكركم بزاف على المتابعه. كنشكروا صديق ديالنا ماني جوس جورناليست فيفاسيتي ار تي بي اف، كنشكروه بزاف. غدا على الساعه 7 يكون معنا اكس انترناسيونال ماروكان الاصحف محمد، لاعب سابق الفريق السونداد ليج والمنتخب المغربي. كنشكركم على المتابعه، الى اللقاء وابقوا معنا. شكرا لكم، الى اللقاء.